Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence sur l'IA dans le retail. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un plateau de choix avec des gens d'origines très diverses qui vont pouvoir nous apporter des visions très contradictoires sur ces sujets. Je vais donner la parole à Luc pour qu'il puisse se présenter et il va nous parler d'Ocado. Très bien. Luc Jensen. Donc, Ocado, pour ceux qui ne connaissent pas, est le numéro 1 mondial pure play de la livraison alimentaire à domicile, qui fait en Angleterre 1,5 milliard de livres de chiffre d'affaires. Donc, dépendant du cours de l'euro, soit 1,8 milliard, soit 1,5 milliard. Et nous opérons également en Angleterre le business alimentaire online de Morrisons, qui sont le numéro 4 de la grande distribution en Angleterre. Ocado a été fondé il y a une quinzaine d'années, est une entreprise qui est totalement focalisée sur l'utilisation de la technologie, à la fois informatique et ingénierie, pour créer des solutions uniques pour la grande distribution. Ah oui, on a une petite slide derrière moi. Donc, si vous regardez les points blancs sur la carte de l'Angleterre derrière nous, les points blancs représentent nos entrepôts à partir desquels on produit des commandes pour livraison à domicile, dont certaines partent directement chez les clients, certaines partent par les points noirs, qui sont des plateformes de cross-dock. Le résultat du système aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'on est profitable. Donc beaucoup de gens disent mondialement, il est impossible d'être profitable dans la grande distribution à domicile. Aujourd'hui, Ocado match tous ses prix à Tesco, qui sont les numéros 1 de l'alimentaire en Angleterre, et obtient des niveaux de service clients qui sont reconnus comme étant les meilleurs du marché, et est une entreprise profitable. Donc voilà, donc on en parlera un petit peu plus dans la question, mais voilà le business. Et pardon, je suis CEO de Ocado Solutions, qui est la partie du business qui vend la technologie à d'autres retailers à travers le monde. Et donc, on va passer un petit film maintenant. qui Moi, va nous... J'allais utiliser ça pour illustrer l'intelligence artificielle. Mais bon, passons le petit film. Donc, ce que vous voyez dans le petit film derrière nous, c'est une préparatrice de commandes. Et les commandes qu'elle prépare, elle prépare une commande d'un consommateur à domicile dans des paniers qui seront livrés chez le client. Cette commande va être préparée, c'est une commande de 50 produits, et typiquement préparée en 6 minutes. Si vous préparez une commande équivalente en drive ou dans un magasin, il y en aura pour 40 minutes. Et la raison pour laquelle elle peut préparer la commande en 6 minutes, c'est ce que je vois maintenant derrière moi, c'est qu'elle a une armée de robots qui l'aident à travailler. Et cette armée de robots apporte tous les produits dont elle a besoin pour préparer une commande, qui permet de préparer une commande de façon incroyablement plus efficace. Donc le contenu en heures de travail d'une préparation de commande est estimé chez nous à peu près 14 minutes versus un système où les commandes seraient préparées en magasin par un système typique de grande distribution où la préparation de commandes prendrait environ 1h10. Et donc c'est cet avantage-là qui nous permet de réinvestir pour créer une proposition unique et profitable dans la grande distribution alimentaire. Merci Luc. Je vais passer la parole à Christophe qui va nous parler d'ADO et se présenter. Bon, bonjour, je m'appelle Christophe Verlet. Je travaille chez ADO, je m'occupe des activités du digital pour le groupe. ADO, je pense que la plupart des gens du Nord connaissent. Reviens sur le slide d'abord. Reviens sur le slide d'avant. Ouais. C'est un groupe de distribution qui a notamment les marques Leroy Merlin, Bricoman, Zodio et un certain nombre d'autres, et qui est centré sur l'amélioration de l'habitat. Et ça, dans un certain nombre de pays. Vas-y, passe sur le suivant. Donc les marques, les voilà. Juste une question. Tout le monde est-ce que tout le monde est client Leroy Merlin ici? Bon, ça va, on peut continuer. Donc on est dans 13 pays, à peu près presque une vingtaine de milliards de chiffre d'affaires et 100 000 personnes aujourd'hui, à peu près. Merci. Manuel, vas-y. Bonjour, donc effectivement je suis le fondateur et le CEO de Vecchia. Vecchia, c'est des solutions d'intelligence artificielle pour le pilotage de la supply chain. Donc on a vu tout à l'heure une vidéo sur la partie exécution. Nous, notre travail, c'est d'approvisionner les magasins et les entrepôts en faisant trois choses. La gestion de la data de la supply chain. La deuxième, c'est la gestion de la prévision de la demande. Et la troisième, c'est la gestion du calcul de stock pour faire les approvisionnements.
Donc c'est aujourd'hui 65 collaborateurs basés à Lille à Euratechnologies et qui travaillent exclusivement, principalement avec le retail, on va dire, avec quelques exceptions récentes. Merci. Et donc pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis le fondateur d'Affinitech et nous, notre métier il est assez simple, il est d'accompagner nos clients sur la construction de leur plateforme data et IA. Et on accompagne les clients depuis l'idée qu'ils pourraient avoir pour créer des nouveaux business ou des nouveaux services autour de leur data jusqu'à la réalisation de leur plateforme et pour l'exécuter. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de mener cette table ronde. Et on va commencer par essayer de répondre à une question qui est finalement l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est et peut-être aussi qu'est-ce que c'est pas, parce qu'on vous entend beaucoup parler des chatbots, du conversationnel, mais il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière l'intelligence artificielle. Est-ce que l'un de vous sait dire un petit peu quel est le scope que ça recouvre pour que nos spectateurs puissent avoir une idée plus précise ? Alors, je vais prendre ma casquette d'ancien chercheur sur ce sujet pour en donner une définition un peu scientifique, mais compréhensible. L'intelligence artificielle, en fait, c'est la capacité qui est montrée par un ordinateur ou une machine à exhiber la capacité à réaliser des tâches complexes qui étaient précédemment dévolues à l'homme. Voilà. Et donc, par exemple, Deep Blue, qui a battu pour la première fois un joueur d'échecs, était une forme d'intelligence artificielle, mais qui avait été programmée de A à Z. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies d'apprentissage artificiel qui sont basées sur d'intelligence artificielle, qui sont basées sur l'apprentissage, et dont on parle beaucoup le machine learning, qui sont simplement un moyen de donner cette capacité à la machine. Alors, qui dit apprentissage dit effectivement la notion d'avoir de la donnée d'exemple et d'avoir de la donnée de l'historique de ce qui a pu se passer pour pouvoir apprendre à la machine à réaliser ces tâches complexes. Alors, il faut un terrain de jeu qui peut être soit de la data, soit un process au cours duquel la machine va apprendre, mais qui va collecter la data au fur et à mesure. Est-ce que... C'est assez marrant cette histoire de terrain de jeu parce qu'effectivement on parle beaucoup des capacités d'apprentissage de l'IA. Récemment, sur l'histoire du jeu de Go, là, où il y a 2 ans, une IA avait battu les champions du monde de Go, en ayant analysé des centaines et des centaines de parties. Là, ils ont refait l'exercice, mais sans données d'apprentissage. Et en 2 jours, l'IA a appris toute seule, voilà, en regardant les règles du jeu, en se disant, mais en fait, il y a des tactiques là où je peux arriver à le battre. Sans apprentissage. Voilà. Et il y a une des formes d'intelligence artificielle, ce sont les moteurs de recommandation, où très souvent il y a une nécessité de faire que le moteur de recommandation peut partir de zéro et est capable de travailler même s'il n'a pas encore accumulé de la donnée d'historique sur la connaissance des gens. Et donc j'ai tendance à dire, alors peut-être que l'un de vous a une vision différente, que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui n'est pas unique, mais ce sont des intelligences artificielles qui sont très souvent très spécifiques à un domaine d'activité. Par exemple, la reconnaissance d'image, c'est pas du tout la même chose que la reconnaissance du langage, par exemple. C'est vrai, mais moi je pense qu'on est un peu déjà en post-IA, parce que je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel informaticien technologiste qui écrit un algorithme reconnaît que cet algorithme-là n'est pas fait juste pour être un algorithme répétitif, mais va forcément avoir une boucle d'apprentissage. Donc, presque par définition aujourd'hui, quand on est dans une entreprise comme chez nous, Ocado, tout ce qu'on écrit, il y a toujours une partie dans tout ce qu'on écrit qui va être de comparer l'outcome de ce que le modèle a prévu avec la réalité, d'absorber la réalité et d'adapter le modèle à chaque fois. Et donc, c'est même plus une question de dans quel domaine, ça devient purement une façon de la façon dont on développe. Oui, qui est quelque chose, effectivement, de ne pas partir d'un objectif qui reste immuable, mais d'avoir une boucle de retour qui soit très fréquente et qui permette au système de s'améliorer très très vite. Alors effectivement, ce qu'il faut préciser, c'est que l'IA peut être non apprentissant. Mais c'est l'IA du passé. Aujourd'hui, on n'est effectivement plus que sur ce type de technologies qui apprennent, et c'est l'intérêt. Oui, ce que j'allais dire, il y a depuis très longtemps qu'on fait de l'intelligence artificielle. Auparavant, c'était des simples moteurs de règles qui codaient en dur des logiques auxquelles la machine était capable de répondre. Et aujourd'hui, on a des choses où la machine est capable de comprendre la logique parce qu'elle reçoit beaucoup d'éléments d'input en entrée, elle est capable de déterminer elle-même quelle est la logique qu'elle doit appliquer. Il s'est passé quand même quelque chose. Ce qui est assez amusant sur l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est que ça a été conceptualisé il y a plus de 50 ans. Et que les règles de machine learning, les fonctionnements du machine learning ont été écrites sur le papier il y a une cinquantaine d'années. En fait, les capacités des machines aujourd'hui permettent de les faire tourner, de les faire fonctionner et de commencer à avoir des résultats. C'est pour ça qu'on ne les faisait pas fonctionner sur machine il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
parce qu'il n'y avait pas la capacité en dehors d'avoir des Cray 2 ou des machines de ce type-là. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est pour ça que ça commence. C'est pas encore une commodité, mais aujourd'hui, vous avez des tas d'algorithmes disponibles sur le marché à des prix très accessibles pour les entreprises. Donc ça, c'est la vraie nouveauté des dernières années. Ce qui est juste dans les définitions qu'on a données là, je pense qu'il faut quand même un moment revenir sur à quoi ça sert et les différents usages les plus communs, parce que l'IA, ça ne sert pas uniquement à battre le champion du monde de Go ou d'échecs. On est sur des sujets, alors je pense qu'il y a différents niveaux de connaissances dans la salle. On est sur des sujets qui vont autour de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance sémantique, c'est-à-dire de savoir traduire du langage naturel et les faire coïncider avec ce qui peut se trouver dans des bases de données. On va avoir toute la capacité d'amélioration des algorithmes que vous pouvez trouver sur à peu près quel que soit le domaine. Quand vous remplissez un questionnaire, vous dites j'attends tel résultat. Si le résultat est bon, pas bon, vous êtes capable après. L'algorithme s'améliore automatiquement autour de ça. C'est ça les grands cas d'usage que vous voyez. Tous ceux qu'on vous décrit aujourd'hui sont autour de ces briques unitaires qui peuvent être soit utilisées seules, soit utilisées associées les unes avec les autres. Si je peux rajouter un petit quelque chose, je pense que dans l'évolution aussi, un des phénomènes très intéressants, et ça c'est probablement un phénomène de réflexion pour tout le monde, quels que soient vos domaines, beaucoup de l'évolution qui a été possible juste par purement la puissance d'analyser plus de données. Donc la capacité de dire il y a plus de data, on va tout analyser. Aujourd'hui, il y a tellement de data qu'un des enjeux essentiels d'une bonne intelligence artificielle est en fait d'être sélectif, plutôt que d'être purement en force brute. Je pense que quand Deep Blue avait été écrit pour les échecs, c'était de la force brute. C'est-à-dire c'était d'analyser toutes les permutations possibles sur un échiquier. Par contre, quand le Go a été développé, c'était plus de la force brute, c'était du sélectif en chemin. Aujourd'hui, quand on analyse les possibilités de routing sur un business comme donc Ocado qui fait 280 000 livraisons par semaine à domicile, on a 10 puissance 3882 possibilités de routing pour faire nos livraisons. Il y a 10 puissance 83 atomes dans l'univers. Donc autant dire que nos machines sont obligées de choisir des scénarios à tester et ensuite s'aiguiller vers d'autres scénarios plutôt que d'essayer de tester tous les scénarios, ce qui serait totalement impossible. Donc on passe d'une génération d'intelligence artificielle à une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est obligée d'être plus sélective dans sa programmation. Ce que dit Luc est particulièrement vrai, et je pense que c'est important de bien le comprendre, et ça a une conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui les IA doivent être spécialisées, puisque la façon dont on va choisir les données, choisir de les ignorer ou pas, va être liée à une application particulière qu'on va avoir. Et donc il y a peut-être une idée qui est de dire que pour certains sujets, il suffit de télécharger une boîte à outils d'IA et que ça va résoudre le problème. Ça va résoudre de manière, entre guillemets, de premier niveau un certain nombre de problèmes, de sujets, mais dès qu'on veut passer à un niveau de performance supérieur ou qu'on veut aller pousser la machine dans ses retranchements, on n'a pas d'autre choix que la spécialisation. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on trouve déjà aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle qui sont, sans être génériques, qui sont, même si elles sont sectorisées, savent répondre à différents cas de figure. Par exemple, la reconnaissance d'image est quelque chose qu'aujourd'hui on peut obtenir très facilement. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans des domaines business très spécifiques, on se retrouve très vite à devoir faire appel à des choses spécialisées, comme disait Luc, comme disait Emmanuel à l'instant. C'est effectivement ces choix qui peuvent être très difficiles derrière. On reviendra un peu plus tard sur la manière de laquelle il faut aborder un projet si on veut moderniser son activité avec de l'intelligence artificielle. Mais ça fait partie des choix qu'il va falloir réussir à faire. Puisqu'on parle un petit peu déjà de quoi ça peut servir, je pense qu'il peut intéresser l'auditoire ici, c'est quels sont les bons cas d'utilisation justement dans notre domaine du retail et qu'est-ce que l'on peut parvenir à faire et quels sont peut-être, sans parler de quick wins, mais quelles sont les choses qui peuvent être des chantiers qui créent de la valeur avec l'intelligence artificielle dans nos types d'activités. Dans le domaine du retail, on est beaucoup sur des sujets, enfin les sujets cœur, ils sont très liés autour de la gestion de stock, des appros, donc ce qui va derrière de la prévision de vente. Je pense qu'on n'est pas très très loin de ce que vous faites aujourd'hui.
et autour après et d'autres sujets du type du pricing par exemple. Ce qui va être intéressant à exploiter, traditionnellement, moi, ça fait 17 ans que je suis dans la distribution, dans toutes leurs formes, que ce soit en pure player, en B2B, en B2C, en brick and mortar. On est toujours en train de se dire, je prends des produits, je les référence, je les mets en stock, j'essaye d'imaginer combien je vais en vendre. Et là, je vais commencer à faire des modélisations de... Mon produit, il est saisonnier, pas saisonnier. Je vais en vendre beaucoup au début parce qu'il va être très à la mode et puis ça va baisser. Ou alors il va y avoir... Et je me rappelle toujours de responsables appro qui disent bon bah je prends des courbes un peu standards, des abacs, etc. Et ça c'était un peu la manière historique de faire les appros. Et en fait on était toujours en train de se poser la question de comment je vais le vendre. Et la prévision de vente, qui est un sujet marketing très traditionnel, enfin les gens de L'Oréal connaissent ça depuis des années et des années. Ils sont toujours en train d'essayer d'observer puis de dire bon bah, je pense que je vais en vendre 10 000, 20 000, 30 000, etc. Là ce qui est intéressant avec ces algorithmes, c'est qu'à un moment je peux me dire bon bah j'ai fait cette prévision et puis il s'est passé ça et il s'est passé ça. Il a fait beau, il a pas fait beau. Il y a un produit concurrent qui est sorti, non mais en fait il a eu un problème, etc. La prévision ne va pas se réaliser parfaitement, mais la machine va pouvoir prendre en compte tous ces événements, après ce qu'on lui donne en tout cas, et va pouvoir reformuler l'algorithme en fonction de ce qu'elle a appris de la prévision précédente. Et comme ça, on rentre dans des boucles itératives. Donc moi, je pense que ça me paraît, sur le core business du retail, qui est un métier de commerçant, mais aussi de stockiste, ça me paraît être un des éléments qui peut être les plus pertinents a priori. Et a posteriori d'ailleurs aussi, parce que je suis assez convaincu par ça. Voilà sur un des premiers cas d'usage. Après, il y en a plein d'autres qui vont être dépendants du business, qui sont autour de ça. Et est-ce que sur l'amélioration de ce qu'on va qualifier d'expérience utilisateur pour les consommateurs, s'il y a des choses, il y a des chantiers que vous avez pu voir, vous, dans vos activités là-dessus, sur améliorer le service rendu pendant l'acte d'achat ou ce genre de choses-là? Je te donne un exemple à la fois très simple et très complexe. Quand on fait de la préparation de commandes alimentaires, un des problèmes pratiques, c'est si je mets une conserve sur un fruit, je vais abîmer le fruit. Si je mets le fruit sur la conserve, ça va. C'était donc ça. Non, mais c'est très important parce qu'en fin de compte, si on veut créer un service excellent pour les clients, il faut avoir un outil de production qui va être capable de toujours placer la conserve sous le fruit frais. Et ça demande, exactement comme l'exemple de Christophe, hein, c'est des exemples, la façon dont on arrive à faire ça, soit on serait très inefficace parce qu'à chaque fois qu'on fait une commande, il faudrait tout réorganiser pour veiller à ce que les conserves soient sous les fruits frais. Soit on a prévu exactement, on prévoit la commande de Christophe. C'est-à-dire si Christophe était client chez Ocado, tout venir d'Angleterre. On saurait non seulement avec qu'est-ce qu'il aime, mais on saurait aussi que en moyenne, il commande je prends l'exemple du Tabasco, parce que le Tabasco est un produit qu'on commande presque jamais. Dans notre algorithme, on prévoit quand les gens vont commander du Tabasco. Parce que ça fait 10 ans qu'on a nos clients, et donc on sait que Christophe, il le commande tous les 7 mois, alors que Vincent le commandera tous les 11 mois. Donc ça nous permet à l'avance de planifier la façon dont les produits vont être présentés pour être mis dans un panier. Et donc on finit avec des exemples extrêmement complexes. Parce que quand on pense... Je vais vous donner un autre exemple d'intelligence artificielle qu'on disait chez nous, qui sera beaucoup plus facile à comprendre. Quand les emails arrivent, donc la plupart des gens, quand ils emailent, soit pour se plaindre, soit pour être content, maintenant c'est par email plutôt que par téléphone. On utilise un outil d'intelligence artificielle pour analyser les emails aigris versus les emails ravis. Parce que quelqu'un qui est ravi n'a pas besoin d'une réponse immédiate, quelqu'un qui est aigri a besoin d'une réponse immédiate. Donc ça, c'est des exemples, c'est le genre de truc, quand on raconte ça, les journalistes, ils adorent, ils vous mettent ça en haut de l'article. Pour nous, ça a une valeur de quelques centaines de mille par an. Alors que ce que j'ai expliqué à l'instant sur les conserves et les fruits frais, ça vaut des millions pour nous. Donc c'est dans la complexité opérationnelle qu'on trouve vraiment la valeur. Je voudrais compléter la réponse sur ta question. Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur ? Nous qui travaillons beaucoup avec le retail, ce qu'on a constaté, c'est que les métiers du magasin sont libérés de beaucoup de tâches de commande et de gestion de stock, et ce qui leur permet de se tourner vers leurs clients qui voient nettement la différence. Et puis 1% de gain d'amélioration des prévisions de vente, ça a par exemple un impact de 4% de réduction de détention totale du stock chez le retailer. Et donc ça veut dire aussi un délai plus court pour le client, des stocks qui baissent,
Donc et ça n'est possible que par de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les modèles statistiques à l'ancienne, qui nécessitaient énormément de maintenance humaine, aujourd'hui sont arrivés à leur limite. Ouais, et foncièrement aussi, on voit par exemple des choses qui sont la personnalisation ou des choses comme ça qui ont plus trait à des expériences digitales vis-à-vis de clients où on la personnalisation. Alors ça rejoint ce que Luc disait par rapport au fait de savoir recommander le bon produit au bon moment à un client. Nous, c'est des use cases qu'on voit très souvent chez des clients qui veulent aller vers l'utilisation d'intelligence artificielle. Alors c'est là où on touche au fait que c'est un scope très très vaste dans lequel s'incluent les applications prédictives. Et il n'y a pas effectivement que seulement ce qui est aujourd'hui la partie émergée de l'iceberg, qui sont les agents conversationnels qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la presse et qui ont une tendance à phagocyter un petit peu l'espace de l'intelligence artificielle. Ouais, juste un point sur les personnalisations. Effectivement, enfin, la perso d'abord n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour arriver sur les sites web. Globalement, nous, côté Leroy Merlin, on n'a pas encore vraiment personnalisé le site. C'est un manque et on est en avance sur plein de choses et ce truc-là, on doit le faire bouger. Les algorithmes de perso qu'on voit aujourd'hui, j'en ai pas encore vu qui soient vraiment de l'intelligence artificielle. C'est énormément d'algorithmes très classiques avec des règles derrière qu'on fait fonctionner, mais on n'est pas encore sur l'IA. Par contre, tous les fournisseurs de logiciels de personnalisation disent que c'est de l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez intérêt à un peu ouvrir le capot, juste pour se dire, pas un peu en train de m'enfumer sur ce truc-là. C'est souvent, les plus avancés sont des statistiques bayésiennes, en fait, qui reprend certains principes de l'intelligence artificielle. Les puissances et les statistiques, je prends un cours de maths aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Non, mais en fait, je fais juste un petit aparté. Il y a quand même des résultats nouveaux dans la recherche, dans l'intelligence artificielle, malgré en plus des data et des serveurs. C'est d'avoir théorisé en fait la relation entre la quantité de data et la complexité du modèle. Je ferme la parenthèse. Et les statistiques bayésiennes qui datent du 17e avaient déjà commencé à poser un peu les principes de ça. Non, mais ce qui va faire la différence effectivement entre les anciens moteurs de personnalisation et les nouveaux qui pourraient se relever d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on a déjà souligné, c'est la rapidité de la boucle retour pour réapprendre d'un nouvel événement qui a pu se produire et qui a amené un résultat non satisfaisant. Et c'est là-dessus que les algos peuvent être vraiment innovants. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs. On les a pas encore. Il y en a un, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on les voit pas encore beaucoup en live sur les plateformes. C'est comme souvent. Il y a eu un buzz énorme sur l'IA dans les derniers mois. Je pense que vous avez tous. La plupart d'entre vous ont voulu à un moment monter un chatbot dans la dernière année. Ça a été assez extraordinaire. L'histoire des chatbots, on se dit derrière il y a une IA, et donc on a vu énormément de chatbots sortir. Franchement, des chatbots réellement conversationnels où je me fais un peu bluffer par le truc qui est en face. Aujourd'hui, c'est pas derrière. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça a démarré, je pense, moi j'avais lu ça vers janvier dernier. Il y a eu une montée de la hype absolument énorme, et en juin c'était terminé. Mais alors, dans les 6 premiers mois de l'année, il fallait que tout le monde fasse son chatbot. Et la plupart des trucs qu'on voyait, finalement, c'était des conversations, soit par un Messenger ou par un SMS, pour aller savoir si un magasin est ouvert ou pour aller savoir si tel produit il est en stock. Bon, on ne peut pas franchement parler d'IA derrière. Alors, par contre, les types qui ont monté ça, ils disent « je fais de l'IA hein. ». Donc, je pense que là, on est dans la phase, si vous voyez les courbes du Gartner, la courbe de la hype du Gartner, c'est-à-dire celle qui est passée par le haut, on est tout au fond du trou. Et là, les vrais cas d'usage, ils vont commencer à sortir, on devrait les voir arriver d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, avec des vrais moteurs d'IA derrière, et à mon avis, sur des sujets qui ne seront pas juste pour savoir si un magasin est ouvert. L'usage qu'on veut en faire, il faut quand même à un moment revenir aussi au fait qu'il y a un client qui est au bout et qui en attend quelque chose. J'ai vu beaucoup de chatbots qui disent « Ah, c'est super, tu te mets sur Messenger, sur ma page, et puis tu es capable de demander si le magasin je veux dire, Leroy Merlin V2, non, on ne l'a pas fait celui-là, mais est-ce qu'il est ouvert ?» Je dis « Ouais, moi, en général, j'ouvre Google Maps, je tape Leroy Merlin, il me le montre, et puis je vois tout de suite s'il est ouvert. » Donc, je n'ai pas besoin de taper « Bonjour, est-ce que le magasin de Villeneuve d'Ascq est ouvert ?» Donc, le cas d'usage, aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé est encore hyper déceptif. Je pense que dans 6 mois, dans 1 an, on va voir des choses apparaître qui vont être beaucoup plus intéressantes. Mais sur ces histoires de chatbot, aujourd'hui, ce n'était pas terrible. J'inviterai d'ailleurs tous les gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui peut être utile aux retailers, de commencer par aller dans un magasin, faire le chemin du parking jusqu'à la caisse, jusqu'à chez eux, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux et de façon différente et de façon plus intelligente, plutôt que d'être assis
devant leur ordinateur et de réfléchir à une bonne idée, parce que l'exemple est très bon. Hein. C'est-à-dire, savoir si le magasin est ouvert, ça tout le monde le sait si le magasin est ouvert. Google te répond très bien en plus. On retombe sur le débat de ce matin qui disait que finalement il fallait rester commerçant avant tout, quoi, et qu'il y a des fondamentaux à pas louper. Alors vous qui avez des expériences sur le sujet, c'est quoi le bon cheminement pour aller vers ça, au-delà de la petite méthodologie que Luc vient de nous exposer? Par quel bout faut-il prendre les choses? Est-ce qu'il faut travailler avec les gens du business pour aller trouver le bon use case? Est-ce qu'il faut trouver technologiquement quels sont les technos qui pourraient être éligibles dans mon milieu? Est-ce que vous avez des petites clés de lecture sur la manière de laquelle la chose peut se faire? Je peux peut-être faire un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, je dirais qu'il y a trois choses à ne pas faire qui vont en creux dire ce qu'il faut faire. La première chose, et ça a été dit, c'est qu'il faut avoir une ambition sur un cas d'usage. Parce que si on part pour faire de l'IA, ça n'a pas d'intérêt. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas négliger la difficulté du chemin entre l'idée initiale et quelque chose qui marche de manière régulière en production tous les jours, tout le temps, puisque c'est des métiers où il faut être au rendez-vous de chaque client tous les matins. Et puis la troisième, c'est qu'il ne faut pas négliger la difficulté aussi il ne faut pas penser que dès qu'on a fait un proto sur son PC qui fonctionne sur un petit ensemble de données, on arrive au bout du chemin, parce que la mise en production, la complexité, le fait d'intégrer de plus en plus dans un contexte de business qui change en plus de features, c'est extrêmement long, extrêmement complexe. Donc parfois, je vois des retailers qui se lancent à faire leur propre motorisation. Il faut beaucoup de cerveau, il faut beaucoup d'échecs avant de réussir à faire quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et c'est un risque que je pointe. Alors, on voit que on entend beaucoup parler de ce que les grands acteurs américains peuvent proposer en termes de moteurs, d'IA et de choses comme ça. Est-ce que c'est un passage indispensable que d'utiliser les technologies qu'ils peuvent mettre à notre disposition, ou est-ce que d'autres approches sont possibles, plus avec des choses que l'on ferait de manière très personnelle, ou est-ce que, à contrario, la technologie générique peut être un bon point de départ, même si après il faut évoluer vers quelque chose de... Ça dépend des ambitions qu'on a. Je dirais que ça permet de faire quelque chose de rapide, qui est générique, donc pas forcément ce qu'il y a de plus performant, et pas non plus forcément 100% compatible avec de la production. Donc c'est une question d'objectif. Mais ça peut être une bonne première étape pour appréhender le sujet. Mais à mon sens, ça ne met pas en place des systèmes de prod sur des sujets très clés. Ça permet de se tester de toute façon, et ça passe de toute façon par du test. Après, il y a le sujet d'industrialisation, et celui-là, il est essentiel. Et quand je dis industrialisation en général pour notre univers, c'est autant l'industrialisation d'un point de vue plateforme-outil que l'industrialisation dans le sens geste-métier. Il y a énormément de cas d'usage qui se passent en magasin. Dans le terrain d'atterrissage, c'est le magasin. Nous, on a 100 000 personnes dans le groupe et 95 000 qui sont dans des magasins. Donc, si vous ne prévoyez pas ça assez tôt dans le process, pas forcément le premier jour, mais assez tôt dans le process, vous allez faire des super trucs qui vont être intellectuellement hyper sympas et avec des résultats assez waouh. Mais à aucun moment, un conseiller de vente va s'en emparer, ou un responsable appro. On a énormément de cas, et notamment sur des processus de réappro qui sont hyper smart. Quand je vais au magasin, je dis: tu l'utilises ça? Je suis pas sûr du calcul. Il calcule probablement mieux, mais en tout cas, la réalité, c'est que c'est pas utilisé. C'est assez frustrant. Donc, dans l'industrialisation, il y a ça. Après, par où on démarre? Effectivement, il faut un cas d'usage. Moi, je trouve assez amusant, enfin, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. D'abord, de rencontrer énormément de gens là-dessus, et ça va des grands faiseurs, des IBM, Microsoft et autres, que des plus petites startups. Alors je vous mets dans le périmètre des startups, même si vous commencez à être un peu gros. Mais des gens qui vous racontent des histoires, qui disent: tiens, on fait ça. C'est pas forcément avec eux que vous avez travaillé, mais ça source, ça nourrit, et il y a un moment, ça déclenche. Et puis après, on peut travailler potentiellement avec les gens qu'on a rencontrés. Moi, je me nourris énormément des gens sur le terrain qui disent: c'est ça mon problème. Et effectivement, là, on est dans les démarches de design thinking, et je te fais toute l'expérience et ces machins, enfin, design thinking, pas tout. Mais il y a aussi les gens qui produisent de la techno. Une fois sur deux, 9 fois sur 10, ils ne savent pas à quoi elle va servir, mais en la regardant, on se dit: tiens, ça me donne une idée, je vais aller la proposer comme ça. Parce qu'en fait, la techno qui arrive, il y a plein de technos qui arrivent, il y a 6 mois, il y a 1 an, on ne se doutait pas qu'elle pouvait exister. Donc de toute façon, si vous ne vous confrontez pas à ça, jamais vous inventez le cas d'usage. Donc je pense que l'innovation, elle vient sur ça, elle vient vraiment des deux côtés. Du terrain qui va vous dire: c'est ça mon problème. Et puis un jour, il y a une technologie qui arrive et on se dit: bah, tiens, là, je peux faire la jonction. Mais elle vient aussi des gens qui produisent de la techno et qui forcent à réfléchir. Et on se dit: tiens, ça, je ne l'avais pas vu comme ça.
Toute cette histoire de machine learning il y a 5 ans, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Mais vraiment. Et c'est là, en voyant ce qu'on pouvait en faire, on me dit, mais tiens, il y a des endroits, je vois des algorithmes, il y a des questionnaires, on n'est pas satisfait de la manière dont ça répond. Là, on peut l'utiliser. Et c'est la techno qui m'a nourri et donné l'idée, pas l'inverse. Je vais faire un commentaire juste pour justement, là encore, les entrepreneurs dans la salle, parce que je crois qu'il y a à la fois beaucoup de professionnels, aussi des étudiants. Donc tous qui réfléchissent à la prochaine bonne idée, chercher la friction. On dit bien, en français, on dit friction, pardon, je suis anglais, mais friction, hein, c'est les points, les points où les irritants. Oui, alors, friction, je préfère parce que c'est un terme, en anglais, c'est un terme d'ingénieur. C'est-à-dire que quand une machine, un roulement à billes, bouge de façon purement fluide, il n'y a pas de friction. Dès qu'il y a quelque chose, une abrasivité sur la surface, il y a une friction, ça ralentit. Donc par exemple, dans le retail, le paiement est un point de friction. C'est-à-dire que le concept que dans tous les magasins du monde, on est obligé de sortir tous ces produits, de les mettre sur un tapis, que quelqu'un ait un truc, qu'on s'arrête et que quelqu'un... C'est un processus, mais ahurissant quand on y pense. Hein. C'est vraiment un processus ahurissant. Donc c'est un point de friction énorme. Donc quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, l'innovation, plutôt que d'aller faire du chatbot, donc on l'a tous cassé le chatbot, mais moi j'ai dit que ça arriverait dans un an. Ceux d'aujourd'hui sont pourris. Réfléchissons à comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour décider qui est un risque ou qui n'est pas un risque à la caisse. Parce que s'il y en a quelqu'un qui n'est pas un risque à la caisse, hop, on le laisse passer, hop, il passe son Apple Wallet et puis il est parti et il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment de réfléchir aux points de friction. Sur la deuxième question, juste très rapidement pour un point de vue sur qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'on fait, je pense qu'il faut décider son cœur de métier. Ça a toujours été le cas. Hein. Ça a été le cas dans le retail. Je veux dire, dans le retail, on décide. Il n'y a pas beaucoup de retailers qui sont ceux qui amènent la bétonneuse pour construire leur magasin. On sait quel est son cœur de métier dans le retail. C'est la même chose dans le retail moderne. Il faut choisir son cœur de métier, décider dans quoi on va être spécialiste, qu'est-ce qui va être vraiment important à son métier. Ces trucs-là, il faut les posséder, les contrôler. Le reste, il faut être en partenariat, travailler avec d'autres, s'ouvrir au monde. Ouais, là, ça nous amène un peu sur les sujets RH, donc les compétences à avoir. Moi, je suis plutôt partisan, effectivement, de sourcer. Les algorithmes deviennent tellement compliqués, c'est des niveaux d'investissement qui sont assez lourds. Alors, il y en a quelques-uns qu'on peut remodéliser, et d'ailleurs, on le fait de temps en temps. Pas franchement sur du machine learning, on n'a pas redéveloppé un moteur de machine learning, mais tous les sujets data, qui sont finalement très connexes, on l'a fait. Il faut impérativement avoir des spécialistes de la data de très haut niveau. Dans nos boîtes de retail, on en a besoin. C'est-à-dire, à un moment, on va se dire, je vais travailler avec Ocado, avec IA, avec plein d'autres, même avec IBM, Microsoft, avec l'INRIA, avec des gens comme ça. Ces gens-là ont besoin de types en face qui parlent le même langage. Moi, je suis plutôt un marketeur. Si je me pointe pour aller expliquer mon besoin, il va falloir 2-3 traducteurs entre les deux. Alors là-dessus, nous, on a des experts métiers et c'est un point clé. Hein. Mais on en a aussi besoin en interne. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et puis, il y a un moment, il y a toutes ces technos produisent des masses et des masses de data qui peuvent être réutilisables aussi à d'autres endroits, pas uniquement sur le process sur lesquels l'IA a fonctionné. Des process de prévision de vente peuvent très bien alimenter, je sais pas, de la relation client d'un côté et puis des stocks de l'autre, etc. Il n'y a pas une boîte de toute façon qui vous couvrira tout le spectre. Les gros vont vous dire si je peux tout faire. Peut-être. Il y a un vrai métier à développer qui est un métier d'intégrateur de services d'origine différente. Et effectivement, nous, c'est très souvent dans la stratégie qu'on propose à nos clients, c'est de démarrer en s'appuyant sur des gens qui savent déjà faire l'acte technique qu'il y a autour de cette intelligence artificielle, mais de très rapidement avoir une stratégie pour réinternaliser ce savoir-faire qui va être au cœur de la valeur ajoutée de l'entreprise demain. Et c'est quelque chose qui de toute façon se crée sur la longueur parce que c'est pas quelque chose une culture qu'on peut développer en quelques mois. Et donc il y a une nécessité d'avoir un cheminement qui amène à ce que vous internalisiez chez vous les personnes qui vont faire ça. Mais il ne faut pas le faire trop tôt parce que sinon vous allez être en difficulté
avoir quelque chose de sensible et qui soit efficace au départ? Nous, on s'est staffé déjà à côté et on va continuer à se staffer. D'ailleurs, s'il y a des candidats ici, qu'ils n'hésitent pas. On est dans une phase aujourd'hui où la plupart des BU, enfin des gens comme Leroy Merlin France, commencent à avoir ce genre de compétences. On est aussi sur d'autres BU en Espagne, en Italie. On les pousse à dire recruter des data scientists, recruter des experts de la data, recruter des gens qui savent, qui comprennent de quoi ça parle ces algorithmes, parce qu'ils vont vous alimenter, ils vont vous percuter, et positionner le bien dans l'entreprise, parce que nous on est une entreprise, on est issu du magasin, donc vous imaginez les parcours traditionnels qu'on propose. Des gens qui arrivent comme ça, un léger choc culturel. Mais c'est un choc. Si on n'est pas prêt à l'accepter, on a un gros problème sur ce marché. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel aujourd'hui on est et qu'on doit, de toute façon, qu'on doit réussir. Enfin, vous avez eu la discussion de ce matin et les discussions à propos d'Alibaba, Amazon. Le cœur business est essentiel. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc. Simplement, on a besoin un peu de se faire aider sur. Moi, j'aime pas le terme d'intelligence artificielle, j'aime bien, je ne sais plus qui l'a dit, l'intelligence augmentée, et d'augmenter nos vendeurs, nos approvisionneurs, nos chefs de produits, à peu près tous les profils, nos marketeurs, avec ces technologies-là. On va laisser Luc nous quitter, puisqu'il a malheureusement une petite contrainte. J'ai un train pour Londres que je dois prendre, parce que j'ai un engagement là-bas ce soir, donc... merci de nous avoir écoutés ou de m'avoir écouté, parce que vous allez continuer à écouter les autres, mais il faut que je file. Merci, au revoir. Merci Luc. Je voulais juste rebondir sur cet aspect RH. Je confirme, enfin, notre expérience, c'est qu'il faut effectivement que les retailers internalisent des data scientists, c'est absolument clé, puisque s'il n'y a pas cette compétence, il n'y a pas de capacité à comprendre ce que nous livrons et les résultats qu'on délivre. Il y a un autre aspect également, ce qui est la conduite du changement auprès des utilisateurs. C'est-à-dire que certaines IA transforment tellement le geste. Parfois, les retailers ont aussi accumulé du retard sur certaines applications, et l'IA est l'occasion d'apporter des grands changements. C'est un point clé, parce que l'interaction de l'homme avec la machine est remise sur un plan complètement différent. Et si ce n'est pas géré comme un projet d'entreprise, quand on parle de supply chain qui est nécessairement transversale, on néglige une part très importante dans les clés de la réussite, et aussi une opportunité qui est d'insuffler une culture digitale transverse à toute l'entreprise. Donc j'ai un message, c'est vraiment la conduite du changement est un point absolument critique dans des projets d'IA. Oui, ça rejoint aussi le phénomène d'adoption dont tu parlais tout à l'heure, qui est effectivement aujourd'hui, autant sur des problématiques back-office, on arrive à avoir des projets qui génèrent quelque chose et qui sont mis en production et utilisés, que sur dès que l'on va toucher au front office, la chose est plus difficile, puisqu'on perturbe l'acte humain qui va finalement complexifier un petit peu les choses, quoi. Oui, on est complètement là-dessus. Les back-office, en général, ceux vraiment qui sont au siège, c'est pas compliqué. Il y a peu de gens. En général, on les change d'un système pour un autre. De toute façon, l'ancien, il n'est plus là. Le problème est réglé. Donc les migrations se font assez facilement. Ça peut être brutal, mais ça posera moins de problèmes. En magasin, vous avez un certain nombre, quand vous êtes sur des sujets qui sont du registre de la relation client, ou du registre des appros, avec un certain nombre de modules que vous pouvez choisir ou non d'utiliser. Si vous avez mal expliqué, vous avez fait tout l'investissement, le mec au bout il l'utilise pas. Ou mal. Souvent pas, plutôt que mal d'ailleurs. Oui, mais c'est un truc assez marrant. Il y a quelques semaines, dans des magasins pas loin d'ici, il y a une fonction qui a l'air assez simple comme ça, sur les réappros de commandes. Et le CS commerce avec qui j'étais me dit, tiens, c'est marrant, je me suis aperçu que cette fonction-là, tu fais ta commande, tu as une proposition, et puis tu n'atteins pas le franco. Le franco, c'est avoir la livraison gratuite. Et tu appuies sur la touche F9, et elle te dit, là, elle te complète mécaniquement. Et je ne sais pas si c'est de l'IA derrière, mais à mon avis, le calcul doit être assez fin quand même. Et ça te complète, comme ça, tu atteins le franco. Et le truc est suffisamment bien fait pour que dans la durée, ça n'augmente pas les niveaux de stock. Pour un retailer, c'est plutôt bonheur. Hein. En magasin, donc le CS en question, il pose la question à ses collègues, vous l'utilisez ça? Non, pas bien sûr du calcul, et puis moi je fais gaffe parce que j'ai peur que ça m'augmente mes stocks. Hein. Donc, et il faudra probablement des mois de formation, d'accompagnement, de démonstration pour montrer que ça marche. Et donc là, on a fait tout le boulot. Les algorithmes sont derrière, le truc. Les chefs de projet informatiques ont super bien bossé, les chefs de projet supply ont super bien bossé. Tout le monde a super bien bossé, mais on n'a pas l'atterrissage.
On l'a sûrement dans le magasin test. Lui, il marche sûrement très bien. Mais l'industrialisation derrière sur ces sujets, parce que là, le chasse métier, on le change massivement. Et puis, il y a un effet black box dans le truc. On ne sait pas ce qui se passe dans la machine. Alors, en général, même les mecs qui l'ont programmé savent plus ce qui se passe au bout d'un moment. Mais c'est d'ailleurs, ouais, généralement, il y a aujourd'hui des technologies, quand on parle par exemple du deep learning, qui est la suite du machine learning, qui sont des technologies où aujourd'hui, même les grands experts scientifiques, un ou deux quand même, sont un petit peu en difficulté d'expliquer finement ce qui a pu se passer au milieu de la machine quand elle apprend. Sur le deep learning, effectivement, on ne maîtrise pas complètement la succession des calculs et ça rend un côté un peu magique. Après, juste, je suis chatouilleux là-dessus, c'est pas la next step du machine learning, c'est une nouvelle branche, mais qui est très très prometteuse sur plein d'applications, mais qui ne résoudra pas d'autres applications du quotidien. Enfin bref, on ne va pas parler de ce sujet. Pour revenir sur la conduite du changement, il faut parfois aussi regarder la question en face, c'est de se dire est-ce qu'il y a certains gestes qu'on doit laisser aux mains de l'utilisateur ou est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout de l'effort et accepter que la machine prenne en totalité le relais avec éventuellement une supervision par l'utilisateur. Mais ça, ce sont des points clés qui peuvent être bloquants pour des réussites de projets d'intelligence artificielle dans des applications métiers. Et toute la difficulté, c'est de repositionner l'utilisateur sur son cœur de métier, de lui faire comprendre que comme on a une voiture parfois avec une boîte de vitesse manuelle, finalement, si elle est automatisée, ce serait plus simple. Mais l'utilisateur qui a toujours connu une boîte de vitesse manuelle, il va demander dans sa nouvelle Tesla où est la boîte de vitesse. C'est quelque chose d'assez classique et là-dessus, c'est un point qui peut être bloquant dans les projets d'IA et qui doivent être pris en compte dès la conception, dès la première réflexion sur la technologie. Mais je pense que Christophe avait bien souligné tout à l'heure qu'il y a une conjonction de phénomènes qui sont d'un côté aller comprendre ce qu'est le métier des gens et comment est-ce qu'il peut être amélioré, et de l'autre côté de dire quelles choses existent déjà, quelles autres industries éventuellement ont déjà fait des choses, et comment on pourrait porter ces choses qui ont été des facteurs de succès dans d'autres industries vers l'industrie dont on s'occupe. On a toujours tendance à dire aux clients, il y a des choses qui marchent très très bien chez des géants, on pense à des gens comme Netflix ou autres, et qui finalement peuvent peut-être être très bien appliquées simplement dans votre industrie, sans construire une usine à gaz bien évidemment, parce qu'il ne faut pas que ce soit contre-productif, mais on a une capacité à prendre dans une industrie et à l'amener dans une autre, parce que finalement les problématiques, si on fait preuve d'un petit peu d'abstraction, quand on est sur les aspects techniques, sont finalement très très proches, quelles que soient les industries. En phase. Non. Alors, on a eu plusieurs questions, mais c'est des choses effectivement, on voit que vous êtes très préoccupé sur le fait de savoir est-ce que le spot, c'est le front pour améliorer la relation avec les clients, ou est-ce que c'est plutôt à se centrer sur le back-office? Bon, ça, on a déjà vu cet aspect. C'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il y a peut-être des choses nouvelles à faire sur le front qui n'existent pas aujourd'hui, versus de l'amélioration qui est peut-être un peu plus difficile à injecter. Ouais, il y a alors front, back, là c'est quand on raisonne réellement sur le métier traditionnel d'un retailer. Ce qu'il y a d'assez amusant, c'est marrant, c'est la manière dont je décris Leroy Merlin depuis que j'y suis. Le fond de commerce de Leroy Merlin, ça a toujours été finalement d'avoir les bons produits au bon prix, avec des gens en magasin hyper sympas, hyper compétents. La réalité, c'est que nos parcours clients, ils sont beaucoup plus larges que ça. Et là, ce qu'on vous a donné comme exemple de cas d'usage qui était très orienté autour de la prévision de vente, la supply, les appros d'un côté. Le pricing, on n'en a pas parlé, mais on peut imaginer aussi qu'il y a des choses là-dessus. Quelques éléments de back-office. Éventuellement, tout à l'heure, on parlait de détection de fraude ou de choses comme ça. Et effectivement, là, il y a des vrais cas d'usage hyper intéressants là-dessus. On peut aussi aller sur d'autres endroits du parcours client. Alors nous, on a la chance d'avoir des parcours clients longs, d'avoir des projets. On va s'inspirer, se renseigner, faire des projets, etc. avant de vraiment acheter, avant d'être vraiment dans l'acte retail, dans le sens dans lequel on entendait traditionnellement. Et puis, il y a tout ce qui se passe après dans la mise en œuvre. Et là, il y a aussi d'autres cas d'usage qui vont alimenter, qui peuvent alimenter la marque aussi dans ce qu'elle doit être. Enfin, nous, c'est clairement d'aider nos habitants à réaliser l'habitat de leurs rêves. Réaliser l'habitat de ses rêves, c'est pas uniquement d'aller acheter des produits, c'est de les choisir, de s'inspirer et de les mettre en œuvre. Et là-dessus aussi, on a des cas d'usage. Et je pense que dans n'importe quel métier, vos parcours clients sont bien plus complexes, lourds, étendu que juste je rentre dans un magasin, je sors du magasin et j'ai croisé des conseillers de vente hyper sympas, hyper compétents. Et là, on peut jouer. Moi, j'ai un cas qui
titille pas mal depuis un petit bout de temps. On a des produits, nous, qui sont assez amusants. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre chez Leroy Merlin, il a 2 sentiments en même temps. Il se dit, super, je vais améliorer mon habitat. D'un autre côté, comment je vais faire? Et il pétoche en même temps. Et donc, il y a un côté, il faut le rassurer, il faut lui fournir de l'information, etc. Et c'est là où on se dit, non, tiens, et si je revenais sur mes histoires de chatbot, je regarde les contenus dont je dispose. Tous les contenus éditoriaux, tous les contenus communautaires, les forums, les avis produits, etc. Moi, je suis convaincu qu'à partir de ça, on doit pouvoir créer un agent conversationnel, mais parce qu'il y a des contenus, mais par contre, il faut qu'il y ait le bon moteur derrière. Et là, on n'est pas en train de demander si le magasin va ouvrir, je suis en train de demander des réponses à des questions que je me pose. Et on doit pouvoir donner des réponses beaucoup plus pertinentes que les moteurs de recherche traditionnels qui fonctionnent sur des index traditionnels qu'on voit en général sur les forums de discussion. Là, on a un sujet qu'on peut creuser qui peut devenir passionnant. Et on n'est pas dans le retail dans le sens traditionnel, mais je vois bien, par contre, je suis quand même complètement en alimentation de la marque et de la promesse que je veux fournir à mes clients, je veux proposer à mes clients. Voilà, donc on est sur des cas un peu Manuel, un petit mot de la fin, puisqu'on touche au bout de l'horaire. Ouais, un point en complément de ça, c'est que le retail finalement, c'est quoi? On peut le caricaturer, mais c'est pas très loin de la vérité. C'est un produit, un prix, un service, et que l'IA a quelque chose à dire sur ces 3 axes-là, les produits qu'on propose, l'optimisation des prix, le service qui va avec. Et il n'y a pas un seul secteur ou un seul sujet qui échappera dans les mois qui viennent ou les années qui viennent à l'IA. Bien dit, ouais, effectivement, nous, c'est ce qu'on constate, c'est que effectivement, l'IA va de plus en plus devenir quelque chose, une partie prenante essentielle de la stratégie des entreprises et de la capacité d'innovation future. Ça, c'est une certitude. Merci de nous avoir écoutés pour cette table ronde. Merci à vous. Donc 5 minutes pour des questions, mais avec plaisir. Alors, qui prend la première question que nous avons, qui est... Alors, celle qu'on a déjà très, très largement répondu, peut-être une autre question qui soit dans la pile. Quelle utilisation de la data en front office pour un retailer physique? Qu'est-ce qu'on va appeler front office? Le magasin? Ouais, c'est le conseiller de vente, je pense. Enfin, typiquement... Moi, je crois beaucoup à que le conseiller de vente, on doit à un moment l'équiper avec un certain nombre d'outils type smartphone et avec un certain nombre d'informations. On peut personnaliser énormément d'informations là-dessus, on peut proposer de plus en plus de choses dessus. Donc, si la question est dans ce cadre-là, c'est à cet endroit-là que ça doit se trouver. Moi, j'ai pas beaucoup d'appétence pour les kiosques digitaux en magasin. Qu'on va poser à l'entrée du magasin ou à l'entrée d'un rayon. La plupart du temps, les gens qui rentrent dans un magasin, ils ne viennent pas pour surfer sur un site. C'est pas de la substitution de l'existant. Fondamentalement, ça ne peut pas être de la substitution de l'existant. Par contre, c'est pour améliorer la relation entre un conseiller de vente et son client. Là, oui. Là, c'est vraiment à cet endroit-là. Amener un niveau d'information. Et puis, ça rejoint un petit peu aussi la contextualisation de l'information par rapport aux choses qui peuvent être beaucoup plus fortes aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut savoir qui on a en face. Là, on a la RGPD qui arrive. Et voilà, donc on touche à la data qui est un sujet qui devient de plus en plus sensible mois après mois ces derniers temps. Alors un exemple de valeur ajoutée concrète pour les clients, je parle à nouveau de ce que fait Vecchia, c'est la disponibilité produit, ça c'est le premier axe, c'est-à-dire que quand vous allez en magasin, vous avez une baisse de la rupture avec des systèmes d'IA. Et le deuxième point, c'est également des délais plus courts parce que ça donne au retailer la capacité d'avancer son stock, un petit peu comme c'était expliqué tout à l'heure avec Ocado, de l'avancer près des zones de chalandise où il y aura les consommations et donc d'être capable de faire de la livraison dans la journée parce qu'on a une anticipation et statistiquement, on voit qu'on a une consommation qui va être là au rendez-vous, qui tient compte de toutes les fluctuations saisonnières du moment, de la météo, des réseaux sociaux, qui apportent au plus près le stock pour qu'il soit juste sous la main. Oui.
Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit des gens qui sont multicanales, ils ont une capacité aussi à connaître quelles sont les intentions des consommateurs et à mieux les cerner pour pouvoir justement influer sur ces aspects logistiques. Voilà, ou des prévisions de stock sur les sites internet qui sont beaucoup plus fiables. Si je vais acheter mon produit dans 2 jours dans tel magasin, est-ce que j'aurai une valeur de stock qui sera exactement celle qu'on me promet ou pas? Ça, faut bien maîtriser ses stocks, surtout ceux dans le magasin. Je voyais, et il y avait une question au-dessus, la maîtriser le b.a.-ba du marketing prédictif, score d'attrition, avant de se lancer dans l'IA. Moi, c'est pas encore vraiment une conviction, mais c'est un sujet de réflexion. Je pense qu'un certain nombre de fondamentaux métiers en termes de maîtrise de ces données de base doivent être là. Enfin, on est toujours sur le classique de l'informatique, hein, sheet in, sheet out. Si je fais tourner des algorithmes sur des niveaux de stock qui sont faux, sur des pricing qui ne sont pas maîtrisés, sur des quantités ou des poids-volumes, par exemple, pour la logistique qui ne sont pas maîtrisés, on ne va rien en sortir. Donc, je ne suis pas un expert du marketing prédictif, ces notions-là, pour le coup, elles ne me parlent pas beaucoup. J'ai quand même le sentiment que si on ne les maîtrise pas, si le métier de base n'est pas maîtrisé, quand je vais rajouter des algorithmes par-dessus, ça ne va pas corriger mes données de base. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je prends le point, clash en direct. L'IA peut aider à fiabiliser les stocks en complétant, en fait, en donnant de l'information en magasin pour aller checker des références précises. D'ailleurs, ça, on l'a fait en plus. Oui, avec nous. La dernière nouveauté là, du Lab Vecchia qui est sortie, c'est qu'on prend maintenant en entrée les données de stock comme étant une variable aléatoire. Alors, pour les non-statisticiens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça rend en fait le geste de commande beaucoup plus robuste en intégrant dans les datas l'hypothèse que le stock est probablement faux. Et donc, on a des performances d'approvisionnement qui sont largement supérieures. Mais alors, nous, ce qu'on voit quand même, c'est que si les gens n'ont pas une maturité suffisante dans l'utilisation de leurs data et dans la fiabilisation de leurs data, aller parler d'IA est totalement illusoire parce qu'il se passera plutôt des catastrophes que des choses positives. Donc, il y a bien une première étape qui est de fiabiliser et d'acquérir une maturité suffisante dans ce qu'on peut faire avec la data avant de vouloir aller faire de l'IA. Ça doit être une stratégie d'entreprise. Je vois la dernière question là sur quelle priorité. Je pense qu'on en a donné quelques-unes, mais après elles sont très très variables suivant les métiers. Quelle urgence? Moi, je veux dire, c'est une extrême urgence. Déjà, les sujets de data au sens large, de big data, moi je trouve que globalement les retailers au sens large sont très en retard aujourd'hui. Le nombre de patrons d'enseignes que je croise et qui me disent avant que j'investisse sur la data, il faudrait quand même que je sache ce que ça va me rapporter. Et 5 ans ou 10 ans après, on en est encore là. On va encore attendre 10 ans. Il y a un moment, il faut se mettre dans le bain, il faut y aller. Et l'IA est une continuité avec des algorithmes un peu plus élaborés, mais c'est une continuité. Les mécaniques, les modes de fonctionnement, les projets qu'on va mener vont être assez similaires. On a face à nous quand même des espèces de mastodontes qui s'appellent Alibaba, Amazon, mais quelques autres aussi, qui ne se posent aucune question. Pour se rendre compte de la rapidité à laquelle ces gens-là vont, quel que soit le domaine, regardez Amazon rachetant Whole Foods, je crois que c'était annoncé en avril. Mi-juillet, ils annonçaient déjà 20 projets de convergence entre Amazon et Whole Foods, live, mis en œuvre. Vous avez beaucoup de projets qui sont mis en œuvre en 2 mois et demi. Sérieusement, enfin, et ce sujet-là, c'est pareil. Ils sont en train d'avancer, ils ne nous attendent pas. Ils ne nous attendront pas d'ailleurs. Non, c'est une genre. Après, vous n'allez pas faire toute la boîte d'un coup, démarrez. Juste un petit chiffre, hein, la mise en place d'une solution en test de pilotage de stock, c'est mes 5 minutes de pub, ça prend aujourd'hui 2 mois et demi. Voilà, c'est des projets quand même extrêmement rapides si on les met en comparaison avec les autres projets IT qu'on a pu avoir par le passé. Oui, nous, il faut qu'on intègre la prise de décision là-dedans. J'ai trop parlé ? Ils sont très bons, ils sont très bavards, vous pouvez les applaudir. Merci à vous.